Avant de débuter la soirée, je vais demander à Dave Dadoun, le président du Festival Séparat, de se lever. Debout, Dave. Henri Elbaz, s'il vous plaît. On aimerait... Non, restez debout. On aimerait les féliciter pour le travail communautaire qu'ils réalisent. Et aussi, je veux les remercier de m'avoir fait confiance pour organiser cet événement. Et je leur ai dit, vous voulez de la relève, ben on va travailler pour la relève. Et ce soir, c'est ça. C'est ça l'objectif, de vous montrer un petit peu le parcours de chacun et de chacune, jeunes et moins jeunes, hein, n'est-ce pas? Et merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup, Dave. Je pense que c'est une mission accomplie. Alors, avant vraiment de débuter notre soirée, j'ai choisi un vidéo que je voudrais partager avec vous. Alors, je vous laisse visionner ce vidéo. Allez-y. Et que c'est une réussite. Le Shabbaton a été une réussite, n'est-ce pas, Léa, hein, Léa, quelque part. Bravo. Amir, qui a rassemblé beaucoup de jeunes. Ce soir, évidemment, demain au Club Soda, on a encore quelque chose pour vous, les jeunes. Il faut venir nombreux. Je vous invite, Nicole Raviv, avec Mike Suissa, de Soul Jurors, qui vont présenter quelque chose d'assez exotique. Il faut venir nombreux. Alors, non seulement on est fiers, mais ravis par votre présence et par la relève, et surtout par le dynamisme qui existe dans notre communauté, et qui prend l'ampleur dans toutes les sphères de la société québécoise, canadienne et internationale. Bravo. C'est tout un honneur que vous nous donnez pour cette deuxième édition. Merci à Dave Dadoun et merci à Henri Elbaz, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont cru dans mon idée, ils m'ont fait confiance. Et je l'espère que ça va continuer, encore et encore. Je veux remercier aussi les professionnels de la CSUQ. Ils travaillent d'arrache-pied, dans l'ombre. Daniel, Agnès, Benjamin, Sabine, Elodie, oui. J'espère que j'ai oublié personne. J'aimerais aussi saluer la présence d'un ancien président, David Bensoussan, qui a participé à l'élaboration de cette communauté. Merci beaucoup d'être venu. Peu importe les projets que nous sommes appelés à réaliser au cours de notre vie, ceci exige la volonté d'entreprendre et réaliser nos rêves. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous des femmes et des hommes qui ont cru en leurs capacités et ont trouvé le courage, la motivation d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Vous allez le voir ce soir. On a vraiment une panoplie de personnes qui sont là, ça va être très intéressant. Je les remercie de leur générosité, de leur spontanéité. Quand je les ai appelés, ils ont répondu très rapidement, oui, nous venons. Maintenant, je voudrais vous présenter le président d'honneur. Lui aussi, il a été spontané. Quand je lui ai demandé, il m'a dit ça avec plaisir. Ralph Benatar, mon ami. Il a un très très long CV, je vais essayer d'être concis, non seulement un CV professionnel, mais un CV communautaire. Voilà Kavod pour tout ce que tu fais, Ralph. C'est un entrepreneur qui œuvre dans l'industrie des hautes technologies depuis plus de 35 ans. Il occupe d'importantes fonctions au sein de plusieurs sociétés. Actuellement, il est fondateur et coprésident du groupe Otal Soft. C'est une plateforme virtuelle d'enchères de voitures en temps réel, destinée aux concessionnaires au Canada et aux États-Unis. Il a été président de MS. C'est une première plateforme commerciale qui a offert, il y a plusieurs années, que j'ai connu d'ailleurs, des informations boursières à la majorité des banques du Canada. Il a été aussi chef des opérations et des finances de NHC Communication, qui évidemment
a participé à la bourse de Toronto et qui a capitalisé plus de 400 millions de dollars. La compagnie s'est spécialisée dans les télécoms et les commutateurs électroniques. Il a été aussi actionnaire de Debt Venture, qui se spécialise dans l'acquisition d'hypothèques en difficulté et en provenance d'institutions bancaires américaines. Il est actionnaire de MaxLab depuis plus de 30 ans et qui occupe la place de leader dans la conception et la production de solutions de connectivité pour les transmissions audio-vidéo, télévision et circuits fermés. Il était coprésident de Virtual Edge International, spécialisé dans le e-learning. Les clients, c'était Hydro-Québec, gouvernement d'Alberta, Novabus, etc. Évidemment, ses activités communautaires, l'Alliance israélite universelle du Canada, elle est président, vice-président de la campagne au niveau de l'hôpital général juif, président sortant de la CSUQ, Fédération séfarade du Canada, les Bons d'Israël, l'école Madunide, l'appel juif unifié, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors, j'ai nommé Ralph Benatar, j'aimerais qu'il prenne la parole, s'il vous plaît. Merci Sam. Bonsoir à tous. Alors je voudrais tout d'abord remercier le comité organisateur de cet événement, et plus particulièrement Sam et Derry pour avoir initié ce programme fort intéressant pour les jeunes et les moins jeunes en quête de réussir leur projet d'affaires. Merci également à Sam de m'avoir choisi pour présider cette belle activité. Dans quelques instants, nous l'avons dit, nous allons écouter les participants qui vont nous dévoiler ou plutôt partager les clés et les secrets de leur réussite. Je les remercie d'avoir accepté d'être des nôtres. Merci à Pascal Derry pour sa remarquable contribution à la réussite de ce programme. Alors je commencerai par vous dire que je n'avais aucune prédisposition pour me lancer en affaires ou pour devenir un entrepreneur. Car effectivement, on n'est pas entrepreneur à la naissance, on le devient. Mon parcours professionnel est étonnamment atypique, puisqu'il n'a pas suivi un tracé cohérent. Je suis passé du monde de la chimie à celui des télécommunications, je me suis intéressé au système électronique dans le domaine des bourses, et plus tard aux plateformes digitales. Des domaines variés où j'ai connu des verts et des pas mûrs, où j'ai perdu et j'ai gagné, mais avec le recul, j'ai appris que dans ce monde complexe des affaires, dans ce monde d'innovation technologique formidable dans lequel nous vivons, il existe beaucoup d'opportunités. Et chacune de ces opportunités a son lot de défis, de pièges, d'échecs et de réussites. Nous sommes tous terrorisés par l'échec, mais l'échec fait partie intégrante de la réalité entrepreneuriale. Henry Ford a été ruiné par sa première entreprise avant d'avoir fondé la compagnie Ford Motor, qui emploie 210 000 personnes. Quant aux pièges, nous les évitons une fois que nous avons été pris par l'un d'eux. Alors laissez-moi vous dire pourquoi je me suis lancé en affaires. Après avoir terminé des études en chimie, j'avais appliqué pour un poste de chef de laboratoire d'une importante raffinerie de pétrole au Maroc. Et ma détermination, ma ténacité, ma passion pour mon travail m'ont permis de réussir ce premier défi. J'ai ensuite travaillé dans un laboratoire de recherche dans le domaine des matières plastiques et des caoutchoucs. Et un des mandats que nous avions reçus à l'époque, c'était celui de trouver la formule pour fabriquer en laboratoire les premières plaques de caoutchouc spongieux destinées à la fabrication de ces sandales de plage que tout le monde connaît, que tout le monde a porté, les fameux flip-flops. Alors, je vous ramène il y a 40 ans. Nous avons travaillé 2 ans sur ce projet. Nous avons réussi par trouver le parfait dosage de tous les ingrédients chimiques pour répondre aux spécifications demandées. Alors, pour me remercier, j'avais reçu une lettre du président de la firme qui disait « Monsieur, grâce à cette découverte, nous allons inonder l'Afrique. » Effectivement, cette technologie a permis au groupe Bata Shoes de fabriquer 25 millions de sandales par an et par année. Et je n'ai pas reçu un dollar de bonification, non, je dirais un dirham pour cette découverte. Alors c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de me lancer en affaires et de devenir mon propre patron. Alors je vous ramène dans les années 85. Beaucoup d'entre vous ont dû connaître. La France avait lancé un petit terminal qui portait le nom de Minitel et qui permettait d'accéder à des bases de données. Alors vous voulez réserver un billet d'avion, un billet de train, un restaurant, vous utilisez le Minitel.
C'était la grosse découverte de l'époque, et je crois que c'était le prélude, si vous voulez, de ce que nous voyons aujourd'hui, tous ces terminaux en réseau branchés à des bases de données. C'était le rêve de Bill Gates de vouloir voir le monde connecté à ces bases de données. Sauf que le Minitel était un terminal très lent pour accéder à des milliers de données et qu'il avait ses limites sur le plan technologique à un moment où Internet commençait à prendre la place sur les marchés et à un moment où IBM, Microsoft s'intéressait aux microprocesseurs et à la micro-informatique. Le laptop n'existait pas, le téléphone intelligent non plus. Alors j'ai décidé, avec l'aide de deux ingénieurs, de fabriquer en Chine un terminal plus rapide et plus ergonomique que le Minitel pour répondre à un besoin très spécifique, celui de la bourse. C'est à ce moment-là que je rencontre celui qui allait devenir mon associé et mon ami, Sylvain Bilbol. Sylvain avait sa propre compagnie d'engineering, j'avais la mienne, nous décidons de fusionner ensemble et nous avons été en bourse. La plupart, je dirais toutes les banques du Canada, sauf une, ont utilisé cette plateforme et donc c'était un grand succès. Alors pourquoi j'ai voulu vous montrer, passer par cette petite introduction? Parce que j'ai eu le courage de me lancer en affaires dans un domaine que je ne maîtrisais pas. Mon imagination, ma détermination, ma persévérance m'ont permis de passer au travers. Je m'étais posé aussi la question que tout le monde se pose aujourd'hui, avant de se lancer en affaires, y a-t-il une recette pour réussir? Alors, après 40 ans de gestion dans le domaine de différentes entreprises, je ne crois pas qu'il existe une recette. Mais il y a des clés, il y a des ingrédients qui aident à la réussite. Bill Gates, en sortant de Harvard, avait créé avec son propre collaborateur, Paul Allen, sa première entreprise qui fut un échec. Ensemble, ils ont relevé la tête, se sont montrés persévérants, et c'est en apprenant de leur échec qu'ils sont devenus Microsoft. Alors laissez-moi vous donner quelques ingrédients que je considère indispensables pour faire de votre projet d'affaires une histoire à succès. Le premier, c'est la motivation. C'est ce désir suprême de réussir et d'arriver. Ensuite, c'est la persévérance. On ne lâche pas. À ne pas confondre avec l'obstination. Parce que l'obstination vous mène à l'entêtement. Et on se rend compte finalement que c'est trop tard, que ce n'est pas la voie. Trouver un produit ou une idée qui répond à un besoin. Si le produit ou service offert ne répond à aucun besoin, personne ne s'y intéressera. Trouver un besoin non comblé, ça devient un intéressant filon pour développer une idée d'affaires. Préparer un plan d'affaires très simple, le produit, le marché, la stratégie de vente. J'étais en Israël et j'ai assisté à une conférence donnée par Eitan Wertheimer, cet industriel israélien qui a expliqué, et d'une façon très simple, comment il a vendu sa compagnie 5 milliards de dollars au groupe Warren Buffett. Une compagnie, bien sûr, qui faisait 900 millions de chiffre d'affaires. Alors il nous a dit, de façon très simple, j'ai envoyé 2 pages à Warren, je lui ai dit qui nous sommes, voici ce que nous faisons, voici ce que nous voulons faire, et voici comment nous allons le faire. Il a reçu une lettre de Warren Buffett qui a dit, tu me plais, viens me voir, il a vendu sa compagnie. Alors, bon, c'est une approche des stratégies, il faut savoir s'inspirer des stratégies qui ont fonctionné. Et aujourd'hui, toutes ces stratégies sont sur le web. Savoir s'entourer, demander conseil, savoir s'adapter. La tendance d'aujourd'hui, c'est l'obsolescence de demain. Savoir utiliser les nouvelles technologies. Au cours des dernières années, les changements technologiques rapides et la mondialisation ont rendu les nouveautés révolutionnaires de plus en plus courantes. Ceux qui ne s'adaptent pas à ces changements prennent le risque de tomber. La grosse chaîne américaine Target a fermé ses portes parce qu'elle n'a pas su s'adapter aux consommateurs canadiens. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de réussite en marketing, on parle de présence sur le web. On mesure le nombre de clics. On parle de médias sociaux. Et vous les connaissez tous. On peut faire de la publicité pour pas cher sur le web. Savoir établir des objectifs. Où vous voulez être dans 2 ans, dans 5 ans. Ne pas dépendre de quelques clients. Ne pas attendre qu'il soit trop tard avant de préparer un plan d'urgence. Un plan de backup. Un backup plan, comme on dit. Et c'est souvent la passion qui nous stimule pour nous lancer en affaires. Or, il est possible que l'on ne possède pas l'expertise requise. Alors on peut combler cette expertise en allant la chercher ailleurs. Trouver du financement. Évidemment, lorsqu'on se lance en affaires, la question du financement se pose très vite. Où trouver l'argent? Investir ses propres économies.
Explorez son réseau, ses proches, s'il y a des gens intéressés à investir dans votre projet. Enfin, un élément très important qui vous permettra de réussir, c'est d'apprendre à utiliser son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire sa capacité de contrôler ses émotions avant de prendre une décision quelconque. Combien d'hommes et de femmes d'affaires attendent un ou plusieurs jours avant de décider quoi que ce soit et ne font rien sur un coup de tête. Alors voilà, je vous ai donné quelques conseils, je n'ai pas la prétention de détenir tous les secrets pour faire de votre projet d'affaires une réussite assurée. Cependant, je crois que ces quelques clés de base sont des éléments incontournables à considérer dans vos réflexions. Je suis sûr que nos invités vous feront part des ingrédients qui leur ont permis, chacun dans sa discipline respective, de réussir. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vous remercie. Merci Ralph. C'est pour ça que j'ai appelé ça espace motivation et inspiration. Alors, vous pouvez vous inspirer des réussites devant vous. Je vais maintenant demander à notre ami Guy Dallaire, qui est vice-président associé de la Banque nationale et qui est très actif dans la communauté juive. La Banque nationale est très active et je vais lui demander de venir prendre la parole, s'il vous plaît. Bonsoir, vous allez m'excuser, j'ai un beau petit rhume en cette soirée. C'est pour ça que je vais faire mon discours quand même assez court. Premièrement, Sam, je tiens à te remercier de l'invitation que vous nous avez faite, puis de te féliciter également pour la mise en œuvre de cette soirée-là avec tous les gens qui t'entourent autour de toi. La Banque nationale, peut-être parler un petit peu de la banque, ça fait plus de 150 ans qu'on existe. Puis la banque a été fondée par des entrepreneurs. Parce que dans le passé, si on revient dans ces années-là, la Banque nationale, les entrepreneurs du Québec n'avaient aucun support par les différentes banques anglophones qui pouvaient exister. Donc, ça a été fondé, la Banque nationale, par 6 entrepreneurs de la région de Lévis. Et aujourd'hui, on détient, puis on travaille vraiment avec les entrepreneurs de chacune des régions. Au-dessus de 80% de tous les actifs que nous avons sont détenus ici au Québec. Notre siège social est ici au Québec. Puis on est là pour supporter justement toutes les entreprises qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Alors, je ne m'éterniserai pas plus longtemps que ça. Je vais laisser la parole à nos invités ce soir. Puis, premièrement, félicitations pour votre succès. Et on a bien hâte de vous écouter chacun d'entre eux. Merci. Merci Guy. Là, il faudrait qu'on se parle, Armand et Steve. C'est qui va prendre la parole? C'est Armand. Armand, s'il vous plaît. Armand Kessous. Voilà un grand communautaire. Bonsoir, mais j'ai plutôt envie d'écouter les panélistes plutôt que de parler. Merci d'accorder quelques minutes. Parce que nous vivons dans une société qui est tout à fait dynamique, innovante, ouverte sur le monde, mais aussi très concurrentielle, et parce que on vit à une époque où c'est la vitesse de l'accélération des changements qui est en train de changer. Il est fondamental de pouvoir s'ancrer sur des figures d'inspiration et d'ambition que vous représentez et qui pourraient potentiellement, on l'espère, inspirer chacun d'entre nous ici à transformer un rêve en une réalité. Alors, je voulais dire au nom de tous les associés chez nous à Pavillon, combien nous sommes fiers de sponsorer cet événement. Nous voulons vous féliciter à vous pour vos ambitions, pour vos réalisations, mais surtout d'accepter de partager, d'accepter de prendre la responsabilité qu'il y a avec le succès, qui est aussi de partager, de donner un peu de soi à chacun et chacune, à qui nous souhaitons une très belle soirée. Merci. Vous savez, on dit derrière un petit homme, il y a une grande femme. Moi, je dirais que Sam Ederi, derrière Sam Ederi, il y a une grande journaliste. C'est Pascal Derry. Pascal Derry a accepté, depuis l'année dernière, de m'épauler dans cette aventure
Et je pense qu'on a fait... Pourquoi tu te caches là-bas, Pascal? Viens, Pascal. Et puis, oui, et puis, vous savez, disponible, patiente, Sam, patient, écoute, pas de stress. Et effectivement, ça se voit que c'est une professionnelle. C'est pour ça qu'elle a été chef d'antenne au service d'information chez TVA. Elle a réalisé des centaines d'entrevues, donc vous allez voir, c'est très facile pour elle, c'est très facile. Milieu politique, économique, sportif, alors évidemment, les gens d'affaires de chez nous. Et actuellement, avec 3 enfants. Deux enfants, pardon, 2 enfants. Elle s'occupe, elle est extrêmement occupée en tant que vice-présidente du développement affaires externes à l'Institut économique de Montréal. L'Institut alimente les débats sur les politiques publiques au Québec et partout au Canada, et d'ailleurs au niveau international aujourd'hui, en proposant des réformes créatrices fondées sur des mécanismes de marché. Un énorme merci pour toi. Merci à toi, Sam. C'est un plaisir Je te d'être là laisse la ce soir. parole et je te laisse la table. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là encore cette année. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de m'avoir fait confiance encore une fois. Et je sais qu'il y a bien des gens qui s'impatientent parce qu'ils veulent les écouter. D'ailleurs, j'ai aperçu qu'il y avait des panélistes et des participants de l'année dernière. Alors, si jamais il y en a un qui n'est pas super bon, qui est trop long, qui s'éternise, ben, je vois Michael, Guilla, je vous appellerai à la rescousse éventuellement. Je me demande pourquoi vous êtes venus. Vous êtes jaloux de ne pas être sur le panel cette année? Alors, on a des super panélistes cette année. Ils viennent d'à peu près tous les milieux. Alors, ils ont tous très bien réussi dans leurs domaines respectifs. Et ils viennent de milieux très très différents. Donc on a évidemment le milieu de la santé qui est représenté, le milieu pharmaceutique, le milieu du recyclage, de la mode, de la beauté, du cosmétique et de l'humour aussi. Alors on est vraiment vraiment bien servi, on va essayer d'en apprendre. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une courte biographie de chacun des participants pour ne pas qu'ils s'éternisent trop et après ça on leur laissera la parole et on essaiera de faire ça short and sweet comme on dit. Alors, Linda Assouline, elle possède plus de 18 ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique, principalement en recherche clinique et en affaires médicales pour le développement de médicaments innovateurs. Elle détient un bac en physiologie de l'Université McGill, un PhD en génétique clinique de l'Université de Montréal. Linda a débuté sa carrière chez Sanofi en neurosciences. Elle a géré la franchise médicale cardio-métabolique chez Novartis pendant 5 ans. Elle rejoint ensuite Abbott AbbVie où elle dirige les affaires médicales pour le Canada. Et en tant que directrice générale du département médical pour la filiale canadienne, gère une équipe de plus de 120 employés. Au cours de sa carrière, elle a lancé et contribué au développement de plusieurs médicaments, tels que Diovan et Mavic, depuis 2015. Elle est chef des affaires médicales mondiales chez AbbVie, responsable de supporter et développer des stratégies médicales pour les filiales dans plus de 70 pays. Elle est en charge du portfolio visant les maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde et les spondylites, avec des molécules en développement à la fine pointe de l'innovation. Elle est notamment responsable des affaires médicales reliées à Humira, le produit pharmaceutique le mieux vendu dans le monde, approuvé dans 14 indications thérapeutiques pour des maladies auto-immunes. Elle est passionnée par la science de pointe et l'innovation, mais avant tout par la possibilité d'envisager et de contribuer à l'amélioration des normes de soins pour les patients atteints de maladies graves. Au-delà de ses responsabilités professionnelles, elle est une femme et une mère dévouée à son mari et ses 3 filles de sa communauté. Merci beaucoup, Linda. Dr Éric Ben-Simon a obtenu son diplôme de médecine à l'Université Laval de Québec en 1993. Il a par la suite complété sa formation en chirurgie plastique à l'Université de Montréal pour ensuite entreprendre sa surspécialité en chirurgie crânio-maxillofaciale et esthétique à l'Université de Toronto. Dr Ben-Simon est activement impliqué dans l'enseignement de la chirurgie plastique à l'Université de Montréal et à l'hôpital du Sacré-Cœur. Chirurgien d'expérience et impliqué, il dédie sa pratique à la chirurgie esthétique et à la chirurgie transsexuelle puisqu'il pratique la chirurgie de féminisation faciale depuis maintenant plus de 10 ans. Le Dr Ben-Simon est actuellement président de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec et président sortant de la Société canadienne de chirurgie plastique et esthétique. Il est membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, l'American Society of Aesthetics Plastic Surgeons, International Society of Aesthetic Plastic Surgery et bon nombre d'autres organisations auxquelles il participe également. Merci, Éric.
Nive, c'est au théâtre Saint-Denis à Montréal et au Hall Tony Garnier à Lyon, en première partie du spectacle de Gad Elmaleh, que Nive a fait ses premiers pas dans le monde de l'humour. En 2011, il est en nomination pour Révélation du festival Juste pour rire, avec son passage remarqué dans le gala de Guy Nantel. Depuis, on a pu le voir lors des galas Juste pour rire de Grégory Charles, Jean-François Mercier, François Bellefeuille, et dans le gala 2016, Québec versus France et au Comédia de Québec. À la télé, il a été chroniqueur à l'émission Selon l'opinion comique, diffusée sur les ondes de MaTV, avec ses origines marocaines et françaises et son éducation nord-américaine. Nive possède toutes les caractéristiques qui lui permettent de voyager avec aisance à travers les diverses cultures, les accents, les mœurs et les folies. Surveillez ses animations hebdomadaires au Bordel Comedy Club. Merci Nive. L'environnement, c'est un thème important, un thème qui fait partie aujourd'hui de tous les débats publics à travers la planète. C'est vraiment un terme sexy, comme on dit. Chacun fait sa part pour qu'on puisse vivre dans un monde plus vert, un monde plus propre. Et c'est un domaine très très vaste, mais Éric Castro s'est lancé dans le recyclage, plus précisément dans le recyclage de matelas et de sommiers usagés. Il se lance en affaires en 2007. Il fonde la compagnie Recycle Matelas Inc., qui représente la seule alternative à l'enfouissement de matelas et de sommiers usagés. Concrètement, les vieux matelas sont démantelés, chacune des matières séparées, le bois, le métal, le polyuréthane, le coton, le feutre, etc. Elles sont traitées avant d'être acheminées sur le marché en tant que commodité. 97% d'un matelas et de son sommier sont recyclés. Aujourd'hui, l'entreprise opère des usines au Canada, aux États-Unis, en France et en Belgique. Un marché énorme, sachant qu'en Amérique du Nord seulement, il y a près de 55 millions de matelas et sommiers qui sont enfouis. Fabricants, détaillants, villes, municipalités, hôpitaux, hôtels font affaire aujourd'hui avec Recycle Matelas. Pour répondre au volume grandissant d'unités à recycler, Éric a dû développer et breveter plusieurs technologies uniques à son modèle d'affaires. Recycle Matelas est aujourd'hui une entreprise connue et reconnue pour son expertise en matière de recyclage auprès de toute l'industrie, mais aussi auprès des différents paliers de gouvernement ici et ailleurs. Merci beaucoup, Éric. Alors, on a un combo, ça va sauver du temps. On a un combo avec Elisa et Eran. Alors, lorsque l'on parle de manteau qui marie aussi bien le style que la fonction, on ne peut penser qu'à Elisa et Eran de Macage. Après avoir obtenu leur diplôme du programme de design de mode au Collège La Salle de Montréal, Elisa et Eran ont rejoint le groupe APP en 2000 pour créer la marque Macage. Maintenant considérée sommité dans le monde de la mode, Elisa et Eran occupent les postes de co-créateurs chez Macage. Tout au long de leur carrière, le duo a joué un rôle déterminant dans la croissance et le succès de Macage, en relevant tous les défis qui leur ont été lancés. Ils sont déménagés à Toronto et à New York pour ouvrir et gérer des salles d'exposition et des bureaux de vente également de la société. Au fil des ans, Elisa et Eran ont reçu de nombreux prix, de nombreuses distinctions, ont été présentés dans le WWD Bloomberg, Wall Street Journal et le New York Times également. Ils considèrent que les voyages sont la meilleure inspiration pour le design. Des thèmes pour une nouvelle collection, des éléments à intégrer dans les magasins, phares de Macage, qui sont en pleine expansion d'ailleurs. Elisa et Eran résument ce qu'ils ont appris en tant qu'entrepreneurs et toujours de s'assurer de se fixer des objectifs et de les atteindre. Et malgré les forts vents et les turbulences, évidemment les obstacles, qui arrivent tout au long du parcours. Tant que vous continuez à atteindre votre objectif, des choses étonnantes se produiront. Personne ne le sait mieux qu'Elisa et Eran. Alors merci d'être là avec nous ce soir. Morane Elarard, une entrepreneure montréalaise qui a grandi à Vancouver, donc elle risque de parler à la fois anglais et français, mais c'est pas grave. Elle est habitée d'un fort sens d'innovation, d'une pensée progressiste, elle apporte une certaine effervescence à tout ce qu'elle touche. Elle est cofondatrice de Pronexia, une firme de recrutement nouvelle génération, ayant des bureaux à Montréal, à Vancouver, ainsi que des labs, les Lab Écoles, une école de littératie numérique montréalaise. L'expertise de Morane se situe dans la vente stratégique, la gestion de partenariats, et le marketing, notamment l'image de marque employeur, l'apprentissage et le développement. Elle est membre de l'Organisation des entrepreneurs à Montréal. Elle a également été responsable de l'organisation de plusieurs conférences, événements prestigieux, donc de grande envergure, qui réunit des entrepreneurs et des leaders d'opinion de partout au pays. Elle est mère de 3 enfants. Elle peut être aperçue chaque jour dans les rues d'Indiji avec un tapis de yoga en bandoulière. Sincèrement, pour diminuer le taux de stress. Dr Kadosh, Dr Jacques Kadosh a complété Dr Kadosh a complété ses études à la faculté de médecine Saint-Antoine de l'université Pierre et Marie Curie à Paris avant de préparer le concours de l'internat auquel il a été reçu en 1995. Ancien interne des hôpitaux de Paris, il a été chef de clinique dans le service du docteur René Friedman, une notoriété d'ailleurs dans le domaine des traitements modernes de l'infertilité.
Pendant plus de 2 ans, il a acquis une solide formation théorique et pratique en médecine et en chirurgie de la reproduction. Il a été enseignant à la faculté de médecine de Paris. Il a ensuite complété un monitorat clinique en endocrinologie de la reproduction et infertilité à l'Université de Montréal. Il a été directeur du programme universitaire d'endocrino-gynécologique de la reproduction et infertilité de l'Université de Montréal de 2007 à 2012. Et il est membre du comité des examens du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en EGRI. Je me trompe sur le Dr Kadosh est professeur agrégé de la clinique de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est actuellement chef du service de médecine et biologie de la reproduction au CHUM. Il est également directeur médical de la clinique de procréation assistée au CHUM également. Il a contribué à améliorer la prise en charge de patientes en développant de nouvelles techniques telles que la fécondation in vitro en cycle naturel. Ses nombreuses publications scientifiques témoignent de son implication en recherche. Il a été le premier récipiendaire du prix Marinko Bijan Memorial, qui est décerné à un spécialiste en fertilité, s'étant illustré par l'excellence de ses travaux en recherche clinique. Il est l'un des membres fondateurs de la clinique OVO en 2003. Il est aussi directeur médical d'OVO Labo et OVO R&D. Merci beaucoup. Dominique Soussan. Elle a été nommée présidente de la division cosmétique active en novembre 2013. Elle dirige un portefeuille de marques axé sur la beauté et la santé qui sont distribuées dans le drugstore canadien, dans les catégories dermo-cosmétiques ou le marché du médecin pro-pharmacien, spa médical et spa haut de gamme. Arrivée à L'Oréal en 1993 comme assistante marketing dans la division L'Oréal Luxe pour les parfums, elle est ensuite nommée pour la marque Lancôme où elle occupe le poste de chef de produit et de chef de groupe. En 2001, elle passe dans la division cosmétique active comme chef de la 2e position dans la dermo-cosmétique au Canada. En 2005, elle est promue vice-présidente et lance en 2010 la marque Skins dans le circuit professionnel des médecins pro-pharmaciens et spa haut de gamme. En 2012, elle ajoute à ses responsabilités le lancement de la marque Clarisonic, autant dans le circuit professionnel, fort de son expérience de la dermocosmétique dans le drugstore et de sa fine compréhension du domaine médical, en particulier de la dermatologie. Madame Dominique Soussan se voit confier la présidence de la division cosmétique active. Elle est originaire de France, vit au Canada depuis plusieurs années. Elle est mariée à un Canadien et mère de 2 enfants. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et détient une maîtrise en marketing international de l'École des hautes études commerciales à Montréal. Alors, merci beaucoup. Je vais prendre un peu d'eau. Alors, pour essayer de faire un petit tour de table, parce que j'ai fait des biographies un petit peu rapides, je sais que j'ai un débit assez rapide, mais je voudrais au moins qu'on avance. La première question que j'aimerais vous poser, et vous allez tous répondre, et ensuite je passerai d'un participant à un autre. Un tour de table rapide. Si on devait retourner en arrière dans le temps, au début où vous avez commencé votre carrière, j'aimerais savoir quelle a été l'étincelle. Qu'est-ce qui vous a motivé, inspiré? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le milieu que vous faites actuellement? Je vais demander à Dr Kadosh probablement de répondre en premier, puis ensuite on suivra avec le reste. Dans la carrière en tant que médecin, c'est sûr que j'ai pensé à être médecin depuis que je suis jeune. En fait, j'avais la santé un peu fragile et la médecine m'a toujours fasciné de savoir qu'il y a une personne qui pourrait savoir comment ça fonctionne et qu'on puisse réparer ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose qui a été un leitmotiv qui m'a guidé pendant toutes mes études. Ensuite, c'est sûr qu'à chaque étape, il faut aller plus loin. Donc, j'aurais pu me contenter d'être médecin. J'ai voulu être spécialiste, ensuite spécialiste, mais pas n'importe quel spécialiste, toujours de plus en plus loin. Aussi, ça c'est du côté médical, au niveau universitaire c'est la même chose. J'aurais pu me contenter d'être juste un médecin qui pratique, mais j'ai voulu partager ce que j'ai appris, faire avancer la recherche aussi, ça a été quelque chose qui s'est rajouté. Donc, autrement dit, il faut à chaque fois se donner de nouveaux défis et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui. Docteur Ben Simon, pour faire suite justement à Dr Kadosh, merci Dr Kadosh. Il disait il faut se démarquer, il faut pouvoir durer, c'est des milieux quand même extrêmement difficiles. Qu'est-ce qui vous a d'abord poussé à le faire et comment est-ce qu'on fait justement pour se bâtir une réputation au fil des années? Moi, ça n'a pas été comme Jackie Kadosh. J'ai été refusé en médecine dentaire. Et mon deuxième choix, c'était médecine. Alors, par défaut, je suis rentré en médecine. Et graduellement, j'ai découvert la médecine. D'abord, j'ai découvert la médecine dans sa forme la plus élémentaire, la médecine générale.
Et puis petit à petit, en faisant des stages, j'ai découvert la chirurgie. Et en découvrant la chirurgie, j'ai eu envie d'opérer des gens, mais je ne savais pas dans quel domaine je voulais opérer des gens. Donc finalement, pour moi, ça a été de la découverte à travers des stages, à travers les différentes spécialités. Donc j'avais pas d'idée fixe en partant, ça a été plutôt un cheminement en fonction des portes qui s'ouvraient devant moi, et j'ai abouti dans le domaine où je suis maintenant, et que j'ai finalement trouvé quelque chose qui me passionnait dans la chirurgie plastique. Merci. Mais ça prend justement des fois des parcours un peu plus atypiques où en fait quand on commence, on ne sait pas trop où on s'en va et puis ça évolue avec le temps. Est-ce que c'était un peu comme ça dans le cas du pharmaceutique ou... Oui, tout à fait. Pour moi, effectivement, je me dirigeais plutôt vers la médecine. Et dans le cadre de mon doctorat, j'ai fait un projet avec une compagnie pharmaceutique. Et j'ai tout de suite été séduite par j'ai toujours été passionnée de l'innovation et la science, mais du fait que l'industrie allie justement la médecine, l'innovation, les soins aux patients, les ressources surtout. Donc quand on a travaillé dans un hôpital pendant un moment, c'était quelque chose qui m'a vraiment séduite. Et en fait, je suis un petit peu tombée dessus complètement par hasard. Et ce qui est extraordinaire avec du recul, c'est qu'on se rend compte que en fait, c'est une profession qui est faite sur mesure un peu pour moi. Et donc, le message, c'est qu'en fait, il n'y a pas de parcours linéaire et que tout ce qui nous arrive, avec du recul, on est capable de faire des connexions et des liens avec les expériences qu'on a acquises, mais en fait, elles nous mènent vers notre destin. Voilà. Merci. Elisa et Ran, ça m'amène justement à dire qu'il n'y a pas de parcours linéaire. Simplement vous entendre tous les deux, d'abord de un, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans? Évidemment, il faut aimer la mode pour pouvoir se lancer là-dedans, mais aussi, c'est des industries extrêmement compétitives, vicieuses même, je dirais, parce qu'à l'international, c'est extrêmement dur de se tailler une place. Donc, vous êtes deux, vous êtes un peu le duo depuis plusieurs années. On a vraiment différentes étincelles. Ah, ok. Ah, bah alors, justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous retrouver tous les deux, à vous marier professionnellement? D'abord, je pense que ça commence par la passion de la mode. Je pense qu'en grandissant, j'ai toujours fait des robes pour mes Barbies. Et j'ai toujours pensé que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Moi, ce qui m'a vraiment fait l'étincelle grandir, c'est mon père. Parce que quand j'étais à l'école, c'était vraiment pas poussé les arts, c'était les sciences. Si on n'était pas en sciences, c'était juste pas normal. Donc j'ai eu très peur quand c'était le temps d'appliquer. Puis c'est mon père qui m'a vraiment supportée et qui m'a poussée à aller faire quelque chose dans laquelle j'avais une passion. Et lui, il a une autre étincelle, mais on a été... Moi, j'ai pas fait des robes pour mes Barbies. J'étais livreur de sandwich depuis l'âge de 12 ans, durant l'été, durant mon secondaire. Je faisais ça chaque été à Chabanel. Et j'ai vu toutes les entreprises. Dans le temps, Chabanel, c'était tellement fascinant, toutes les entreprises. Et ça, l'endroit était choisi finalement, à Chabanel. Ouais. C'est ça qui change tout finalement. Ça a tout changé. J'ai regardé, j'étais fasciné par toutes ces entreprises et comment ils allaient. Et mon rêve, c'était vraiment d'être là-bas et avoir la plus grosse compagnie possible. Alors ce que j'aimais être un créateur, mais en même temps un entrepreneur. Et c'est ça ce qui m'a motivé. Et depuis l'âge de 12 ans, je savais ça ce que je voulais faire. Et puis on a commencé aussi par ouvrir un petit magasin dans un immeuble. Et c'est quoi aujourd'hui finalement? La satisfaction du consommateur, c'est ça ce qui nous rend le plus content dans notre métier. Et c'est ça ce qui nous fait toujours pousser ce qu'on fait. Alors c'est comme ça que je savais depuis que j'avais 12 ans. Et j'ai rencontré Elisa qui avait un petit peu le même parcours, le même rêve, plus ou moins, depuis qu'on était jeunes. Bravo, merci beaucoup. Alors on va s'en parler tout à l'heure. Je voulais vous entendre justement, est-ce que c'est un peu, parce que le milieu du design, le milieu du cosmétique, de la beauté, est-ce que ça se rejoint un peu? Est-ce qu'on est capable, est-ce que quand vous étiez un peu plus jeune, vous avez ce rêve-là ou... Ah bah oui, bien sûr. Je veux dire, en tant que femme, surtout pour nous, la mode et la beauté se conjuguent magnifiquement bien. Mais à la base, moi, c'était une carrière de marketing que je voulais faire. Okay. Donc c'est un petit peu le domaine dans lequel je me suis mis. Et finalement, en sortant de l'université, j'étais assez fière de moi-même et j'étais certaine que le monde allait m'attendre. Et donc, je suis allée taper à plusieurs portes et j'étais sûre, en plus, ayant vécu en France, que forcément L'Oréal, ça allait être hyper facile de rentrer, ce qui n'a pas été le cas.
Donc ma première expérience était dans le domaine bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai attiré davantage les banques par rapport à mon profil que le domaine du marketing. Et finalement, au bout de 7 mois, je m'ennuyais. Est-ce que c'était parce que c'était moins développé à l'époque qu'on se connaît Je ne sais qu'on se pas connaît si c'était aujourd'hui? moins développé les banques, mais je pense que, je sais pas, peut-être que ma créativité peut-être pouvait les attirer, mais je suis arrivée dans le domaine bancaire et je me suis complètement ennuyée. Je me sentais étouffée, asphyxiée. J'ai rien contre le banquier, j'adore mes équipes financières. Je ne pourrais rien faire sans mes financiers. Mais, et puis, je me rappellerai toujours, j'en avais parlé, et puis j'ai mon ami ici dans la salle, Elias Lévy, dont la tante travaille chez L'Oréal, et j'ai dit, il faut absolument qu'il m'aide, quoi. Et donc, un mercredi soir, à 11h du soir, j'ai reçu un appel. Et j'ai fait l'entrevue au téléphone. À 8h le lendemain, j'étais dans le bureau de la DRH. Et ensuite de ça, l'aventure a commencé comme stagiaire d'abord, on s'entend. Et et après stagiaire, quelques mois qui se sont prolongés, j'ai ensuite pu intégrer une fonction marketing et attaquer assistant, chef de groupe, l'ensemble des fonctions dans cette organisation qui m'ont permis aujourd'hui, j'ai pas vu le temps passer, quoi. Je m'amuse dans mon boulot, je suis hyper passionnée par mes équipes, par mes produits, par les marques, et par la femme et par la beauté, quoi. Merci beaucoup. On a gardé aux deux extrémités, c'était pas volontaire, hein. La vérité, c'est vraiment par pur hasard, mais je viens de remarquer qu'aux deux extrémités, il y a quand même deux métiers qui sont très atypiques. Alors, il y en a un qui est humoriste et Eric qui est tombé dans le recyclage de matelas. Je ne sais pas comment un jour il s'est réveillé pour dire que demain matin il allait découper des matelas en morceaux et ça allait découper des matelas dans le sous-sol pour savoir si ça allait fonctionner. Alors, j'aimerais qu'il explique justement à tout le monde comment se fait-il qu'il ait décidé de se lancer dans ce genre d'industrie-là. Justement, un jour je suis tombé dans la poubelle. Un peu par hasard. Et de fil en aiguille, un ami qui m'avait proposé une opportunité et j'ai été conseiller environnemental pour une compagnie de déchets. Et j'ai fait plusieurs années avec cette compagnie-là. Et j'ai découvert un métier, une industrie qui m'a totalement passionné. Un peu, c'était fait sur mesure pour moi. Et de fil en aiguille, je voyais des différentes industries et des différentes matières qui allaient dans un site d'enfouissement. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un site d'enfouissement. Il avait son bureau en face d'un site d'enfouissement, en fait. Donc c'est peut-être pour ça que ça l'a peut-être inspiré. Alors, je voyais des petits camions qui faisaient le tour des villes pour ramasser la poubelle et qui déversaient dans ce gros site d'enfouissement. Et je voyais des matelas. Et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose qu'on puisse faire avec ces matelas-là. Et puis, j'y ai travaillé pendant un moment. Et après ça, je me suis lancé. Et aujourd'hui, voilà. Bon, merci Eric. Nive, alors Nive, sincèrement, moi quand je t'écoute à Gravel le matin, ou enfin bref, dans ce milieu québécois que je connais très bien, je suis très fière d'abord de t'entendre comme ça sur les ondes au Québec, c'est grave. Mais en même temps, je me dis, je sais pas comment tu as fait pour atterrir là. Je tiens à préciser que j'ai été accepté en dentaire et en médecine. Mais non, en fait, moi c'est vraiment, c'est par hasard aussi cette carrière-là. C'est dans ce festival-là, le festival Séfarade. Moi j'étais musicien, j'ai étudié en philosophie. J'ai un parcours, pour des Marocains, je suis le rêve d'une belle-mère. Et j'étais musicien, j'avais mon projet, j'étais à l'université, tout ça, je faisais mon bac en philo. Et depuis l'âge de 15 ans, j'avais mon projet. On m'a donné mes premières scènes, c'était au festival Séfarade. Brigitte Danino qui m'a laissé faire ma musique, etc. Et quelques années après, le fameux festival où il y avait Gad Elmaleh en 2009, où mon band était booké, c'est-à-dire que je devais jouer ma musique et tout ça 3 jours avant le show. Et Brigitte me dit, Gad veut une première partie dans la communauté, pourquoi tu fais pas ça? Je ne suis pas humoriste, tu vois, je fais de la scène depuis toujours, mais l'humour c'est vraiment un métier à part. Ben oui, tu es drôle, allez, fais-le. Et j'ai dit non. Et c'est le meilleur ami de Gad, Carla Bitbol, qui m'a appelé comme tu es un fou, man, fais-le. Au pire, tu te plantes et tu auras fait le théâtre Saint-Denis. Et artistiquement, je me disais, c'est pas demain que je vais faire le théâtre Saint-Denis, c'est une grosse salle.
who cares, anyway, c'est pas mon domaine, je suis chanteur, moi je m'en fous. Et j'ai été là, et j'ai raconté mes histoires de travail, qui étaient de travailler dans un kiosque Vidéotron à Place Vertu, il y en a qui m'ont vu là-bas. J'ai vendu des câbles. Et c'est ce jour-là que je suis monté sur scène sans aucune attente en fait, ça la folie, c'est un film de Walt Disney quoi. Je suis monté sur scène, ça a marché tout de suite, j'ai eu un standing ovation et après le show, Gad Elmaleh qui est le pape de l'humour, il me dit « Toi là, tu as ce qu'il faut pour faire ce métier-là, et là il faut bosser. » Et moi au départ, ce que je voulais faire c'est être sur scène. Je ne me voyais pas travailler dans un bureau, no offense à vous tous, mais pour moi c'était impossible. Les gens qui me connaissent, je suis extraverti, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de donner mon opinion. Alors toute ma vie ça a été en classe trop fort, on m'a sorti de classe, ça, etc. Et là je suis arrivé à un médium qui a un rapport au public qui est d'une intensité, il y a très peu de choses qui font ça. C'est comme si tu prends de la drogue, mais tous les jours. Et tu es en bonne santé. C'est extraordinaire. Et faire de la musique, c'est cool, mais tu as ta guitare et tu as ton band. Au pire des cas, les gens n'écoutent pas, tu continues à jouer. Moi, si le public n'écoute pas, il n'y a pas de show. Alors, je suis constamment en train de dire, c'est bon, hein? Ouais, ok. C'est bon, hein? Ouais, ok. Aux 10 secondes pendant 1h30. Alors, ce rapport au public m'a fait changer ma perspective de vie. De voir à quel point je me mettais en danger, je me mettais à poil devant des gens tous les jours, littéralement, et façon de parler aussi, mais tu apprends à... Parce que c'est vrai ce qu'elle disait, Elisa, elle disait dans notre communauté, c'est pas cool de faire des trucs différents. Je l'ai dit à la blague au début, mais philo et musique, man, il n'y a pas beaucoup qui tripent. Et c'est malheureux parce qu'on a des créateurs, on a une communauté riche en cerveau, et c'est fou ce qu'on peut faire. Mais on n'a pas ce support pour le faire. Et alors, ça c'est un des challenges que moi j'ai eu par exemple, parce que j'ai une aisance sur scène, j'ai de la gueule, ça a marché quand même assez vite, j'ai pu travailler quand même assez vite, mais je devais me convaincre que j'ai été légitime dans ce que je faisais. Et ça c'est une grosse étape, parce que quand tu es médecin, veut pas, toute la famille elle est fière de toi. Même ceux qui ne sont pas de ta famille, il est bien, Merci Nive, on va se parler tout à l'heure, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à raconter. Morane. Morane, je t'ai pas oublié, je voulais que les gens écoutent tout le monde, parce que Morane, dans le fond, elle pourrait conseiller à tous ces gens-là, et tous ces entrepreneurs, et les futurs entrepreneurs, parce qu'elle en engage et elle les recrute, parce qu'elle est dans une firme de recrutement et de chasseurs de tête. Donc, elle est capable de nous donner tous les indices et les clés de la réussite et tout. Mais toi, ton parcours personnel, I comment... just was really hoping that I wasn't going to go after Nive. The whole time I saw you going, I was like, shit, I didn't go after him. But I was saying you could give advice, yes. obviously, to all of these people because you hire these people. I was just going to say there's a lot of recruit firms here in Quebec. There's a lot of them in Canada as well. So, comment vous avez tiré votre épingle du jeu? Recruitment or HR. My business partner's here and she'll be upset that I say this, but I actually hate recruitment. It's probably the hardest job I think exists. So I didn't choose my profession per se, and that's what I would love to send the message. And you know, of course, we all know if you're Jewish, you'd be a doctor or a lawyer. But what I did choose was entrepreneurship, and I think that's something that a lot of people forget about as an option. And for me, I knew from a very young age that I wanted to run my own business. What it would be, I wasn't sure. But the debate is whether you're born an entrepreneur or not. You know, I feel like you are born an entrepreneur, so maybe I can get some tips from Ralph because he disagrees. But I just had my first baby. I hadn't slept in a year. The economy was at a low. There was a mini recession at the time. So I thought, what better time to start then and only go up. So that was what pushed me. Il y a beaucoup de monde dans ce milieu-là et la compétition est très forte. Il y a beaucoup de firmes de recrutement un peu partout. Yeah. Comment vous faites pour vous démarquer, vous maintenir? Yeah, it's, you know, my company runs in an industry that's super crowded, uber competitive, bad reputation, you know, similar to real estate agents. So it's definitely a challenge, but you know, our ethics have never changed. Our values from day one never changed, but we're constantly reinventing our vision. So every year, you know, and Ralph mentioned as well how fast everything moves, and since I've started my business, it's just moving even faster. So keeping the values the same, but changing the vision, changing the mission, reevaluating every year, I think is one way that we've stayed abreast. And
Merci beaucoup, Morane. Ils sont tous dans des industries, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des industries très compétitives, très concurrentielles. Et il faut non seulement se démarquer, mais être capable de durer. Et comme médecin, dans le milieu pharmaceutique et dans le milieu médical surtout, surtout les pharmaceutiques, elles ont tout le temps une mauvaise réputation, les méchantes pharmaceutiques, elles s'en mettent plein les poches. C'est très difficile d'être dans ce milieu-là, surtout publiquement. Les médecins aussi sont toujours tapés dessus. On est au Québec, c'est pas toujours évident. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus, docteur Ben-Simon, Kadosh, évidemment, Véronique aussi, Linda, excuse-moi. Comment vous maintenez justement ce rythme-là? Comment est-ce qu'on fait pour durer et maintenir une réputation dans ce milieu-là? Je dirais en fait, en plus, on a eu un double défi parce qu'on fait partie de deux spécialités qui sont un peu particulières parce qu'elles ne sont pas couvertes en fait par le service public. Et donc d'emblée, on peut être jugé par des collègues comme des spécialités pour faire de l'argent. Donc même s'il y a des patients qu'on traite, où il faut avoir une rigueur et un sérieux, on part déjà avec un handicap par rapport à d'autres spécialités. Autrement, c'est sûr que une fois qu'on a établi une structure, je pense à la Clinique-Beauvau, c'est évident que ça se démarque par rapport à une clinique standard. Et là encore, plus la structure avance, s'établit, plus ça peut créer une reconnaissance, mais aussi, quelque part, c'est naturel, des fois un petit sentiment de jalousie qui est humain. Donc, et là encore, ça devient encore plus difficile de maintenir le cap, de dire on est là pour l'excellence, on est là pour être les meilleurs, sans irriter des collègues. Et ça a été difficile au cours des années. Eric? Pour répondre à la question, la compétition, c'est bon, parce que la compétition, ça nous pousse à être à notre meilleur. Moi, j'enseigne, en fait, ce que je sais à mes futurs compétiteurs. J'enseigne, depuis 15 ans. Depuis 15 ans, tous les plasticiens qui ont gradué sont mes compétiteurs. Et pour moi, ce n'est pas une menace, parce que l'important dans le métier qu'on fait, premièrement, le métier qu'on fait, tout le monde voit ce qu'on fait, on ne peut rien cacher. Ça se voit ou ça se voit pas. Les cicatrices se voient, les gens se parlent, les gens vont sur Internet, sur les blogs, donc on est obligé d'offrir le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de nos services. Alors, tant qu'on travaille de façon honnête et intègre, je pense qu'on n'a pas à se soucier de la compétition, parce qu'on reste au top de ce qu'on peut offrir comme service. Alors pour moi, qu'il y ait de la compétition, c'est bon, parce que ça permet de me dépasser, ça permet d'offrir le meilleur de ce que je peux donner à mes patients et à mes patientes. Linda, en pharmaceutique, ça se passe comment justement pour essayer de durer? Parce que là aussi, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition. Absolument. Il y a beaucoup de concurrence, surtout dans le domaine médical, parce que, en fait, ce qui permet vraiment de se différencier, c'est d'avoir des compétences interdisciplinaires. Donc, bien sûr, il faut être passionné, être expert dans son domaine, mais aussi pouvoir avoir une intelligence émotionnelle, savoir développer des relations, son réseau. Parce que dans l'industrie pharmaceutique, en fait, c'est une compagnie, donc c'est les affaires aussi. Donc c'est pouvoir avoir un petit peu le business acumen, je m'excuse, j'ai pas le terme en français, donc, et de pouvoir aussi jumeler la science, l'expertise scientifique, les relations interpersonnelles, avoir donc, le sens des affaires, aussi un sens politique aussi. Donc le conseil en fait c'est de faire sa marque, c'est de se différencier en apportant des compétences variées pour vraiment se sortir du lot. Et aussi, je dirais qu'une des qualités très importantes quand on développe les relations, etc., c'est non seulement d'être engagé et investi dans ce qu'on fait, mais aussi d'être généreux et de vraiment prendre la responsabilité du bien collectif de l'organisation. Quand généreusement on aide les autres, on travaille en partenariat, en équipe, on est remarqué et ça nous permet d'avancer et de progresser dans le domaine. Vous dites sortir du lot. Pour Macage, ils sont vraiment sortis du lot. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la future femme du prince Harry qui a porté évidemment le manteau Macage. Alors ça, c'est la consécration justement pour des gens comme Evan et Elisa.
Mais justement, c'est un milieu extrêmement compétitif. Comment est-ce qu'on fait pour durer aussi longtemps et d'arriver dans un milieu tout jeune? Parce que vous étiez jeune à l'époque où Macage a commencé. C'est quand même pas évident de durer dans un milieu pareil. Et à l'étranger, à l'international également. Mais dans la mode, je pense que la chose la plus importante, c'est d'être spécialisé et d'avoir du focus. Sorry. C'est vraiment d'être focusé et de ne pas s'éparpiller. Parce que c'est très facile de s'éparpiller, c'est très facile de vouloir plaire à tout le monde. C'est de comprendre c'est qui est ton consommateur et c'est quoi ton but. C'est vraiment ça. Ça, c'est une chose que Iranian on a toujours respectée et que il y a tellement de monde qui peuvent essayer de t'emmener de d'un côté d'un autre, mais de rester vraiment focus, c'est la clé de la réussite. Et puis aussi d'écouter le consommateur. Je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de comprendre c'est qui le consommateur et d'écouter le consommateur. Être innovateur, nous on prend beaucoup de temps pour devenir innovateur, alors ne jamais être confortable. Il y a des gens qui croient qu'ils ont réussi, deviennent confortables, mais il y a toujours quelqu'un derrière vous qui regarde ce que vous faites et qui essaie de faire mieux. Alors moi, pour une raison, tout le temps je crois que c'est la dernière année. Alors, tout refaire et tout améliorer, parce que c'est la dernière année. Alors, il faut s'améliorer. Alors, je suis une personne qui pousse les gens à leur maximum. Et j'aime beaucoup comme... Pour moi, c'est comme ne jamais être confortable. Et ne pas avoir peur à l'échec. On a fait tellement des erreurs, je peux vous dire tellement des erreurs qu'on a fait, mais il faut avoir peur d'abandonner, mais jamais à l'échec. Et ça, c'est super important. Parce qu'avec l'échec, c'est comme ça comment on apprend. Ça prend des obstacles justement pour réussir. Vous disiez il y a quelques minutes, il faut regarder toujours derrière, il y a toujours quelqu'un derrière. Eric, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui recycle des matelas? Sincèrement, des fois je me dis, est-ce qu'il y a vraiment de la compétition ou est-ce que c'est une niche particulière où il n'y en a pas de compétition? C'est clair que c'est une niche dans une niche dans une niche. Mais honnêtement, il y a de petits recycleurs qui ont essayé de copier un petit peu comme dans la mode. Ils essaient de faire un petit peu la même chose. Bon, ils n'ont pas la même technologie, ils font les choses différemment. C'est pas de la... Il y a des gens qui... Il y a toute une industrie qui... underground dans le matelas que je ne connaissais pas avant d'avoir commencé mon entreprise, qui recouvre des vieux matelas. Alors, donc c'est de la compétition un peu plus déloyale. Déloyale, voilà. Et donc, ils n'offrent pas le même service que moi. J'ai toujours dit, moi je ne suis pas un revendeur de matelas, je ne suis pas un détaillant de matelas, j'ai toujours été recycleur. Donc, pour moi, j'ai toujours dit, si ce projet ne fonctionne pas en tant que recyclage, ça ne m'intéresse pas de le faire. Donc, alors que ce n'est pas vrai pour d'autres compagnies qui sont sur le marché. Donc, oui, de la compétition, il y en a. Aussi en étant, ça fait quand même 10-11 ans que je fais ça, j'ai été très vite pointé du doigt comme étant le plus gros. Je suis le premier qui me fait taper sur la tête à chaque fois aussi, parce que je ne fit pas dans aucune des cases de recyclage typiques, donc il n'y a aucune règle qui s'applique pour ce que je fais. C'est surtout difficile au niveau, j'imagine, des autorités gouvernementales, un peu comme en santé oui. ou en pharma, il y a toujours une case dans laquelle on ne rentre pas. Et c'est vraiment mon cas, c'est un recyclage, oui, pur et dur, mais c'est aussi un recyclage qui n'est pas... je ne recycle pas du papier, je ne recycle pas du carton, je ne recycle pas du plastique, donc typique, voilà. Exact. Et j'aimerais vous entendre justement sur le domaine, la compétition, un peu la concurrence, parce que là aussi, en beauté, c'est un peu pareil que les autres industries, c'est extrêmement difficile, d'autant plus aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, je reprends un petit peu tout ce qui a été dit. Et c'est d'abord, je trouve que la concurrence est super simple. Ça nous oblige aussi de repousser les limites et de surtout pas s'asseoir sur ses lauriers. Donc c'est sûr que je suis assez compétitive avec moi-même d'abord, et donc pour toujours essayer d'innover. Deuxième des choses, dans notre cas, je dirais c'est aussi quand même la réalité du consommateur et cette sensibilité extrême aux consommateurs, notamment canadiens par exemple. C'est quand même sur une ville comme Vancouver, 45% de minorités visibles, essentiellement asiatiques. Sur une ville comme Toronto, presque 48%, il ne faut pas oublier les South Indians, les Asie du Sud-Est. Et à Montréal, grande ville, c'est à peu près 24% de minorités visibles. Donc à la fin de la journée, c'est aussi pour nous, même si on appartient à un grand groupe international, c'est d'abord l'écoute de ce consommateur et aussi essayer d'apporter les spécificités et d'apporter des produits qui peuvent répondre à l'ensemble de ses besoins.
Donc le mascara et la couleur noire doit être intense, par exemple sur quelqu'un qui vient d'Asie du Sud-Est. Quand on s'adresse plus à des populations asiatiques, c'est de s'assurer de toujours avoir des produits, par exemple si c'est dans le soin de la peau, qui permettent d'apporter un teint parfait. Donc s'assurer que par rapport à des ingrédients qui sont recherchés, donc s'assurer d'être vraiment, je dirais, à l'affût de ces besoins des consommateurs dans ce pays qui est assez multiculturel et multiethnique, ce qui complexifie un peu plus. Tandis que dans des pays comme l'Europe ou la France, bon, sur la France non, mais certains pays plus homogènes. Ouais, plus homogènes, mais aussi on est passé, et ce qui est aussi formidable, c'est d'être passé dans ces médias de masse, télé, etc., à tout ce monde formidable du digital. Et ce qui nous permet aussi de cibler davantage l'ensemble des profils de ces consommateurs pour pouvoir adresser le bon message au bon moment avec le bon produit. Merci Nive, il y a beaucoup de compétition quand même. C'est un petit milieu, c'est très hermétique, c'est très dur. Et je veux bien que souvent les humoristes fassent un peu la publicité, on fait des shows ensemble, vous avez 2 pour 1, mais au fond, c'est pas toujours 2 pour 1. Non, c'est un travail très solitaire, c'est un travail qui t'impose d'être bipolaire. C'est vrai, tu sais c'est quoi parler à 2000 personnes qui te disent c'est magnifique et conduire 2 heures seul sur la 20 juste après, c'est malade, c'est fou. Et l'échec fait partie de notre travail. Moi, pour monter un numéro qui fait un hit dans un gala, je me suis planté pendant 6 mois avant. Chaque virgule est étudiée, chaque respiration, à quelle intensité je dis le mot, quel mouvement je fais. Alors, quand on voit des gars déjà au top, c'est facile de dire ah oui, mais Gad, il a toujours été sympa, même à Maïmo. Mais moi, Gad Elmaleh, je l'ai vu travailler après 365 shows, le même show. Il finit son spectacle, il réunit son équipe, débriefing, on réécoute, tu as raté ça, tu as raté ça. Il court le matin 2 heures, c'est une machine de guerre, le gars, c'est pas un accident. Donc, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de travail, mais il y a personne ici qui en a pas mis des heures. Et le travail, c'est la base. Et le talent, c'est normal. Ça veut dire, moi, dans mon domaine, tout le monde a du talent. Si tu es chirurgien, tu as les mains stables, sinon tu n'es pas chirurgien. Donc c'est a given. J'espère. Non, mais ça veut dire, on pense toujours que lui il est là parce qu'il est talentueux. Oui et non. Il a été là la première fois parce qu'il est talentueux. Il est resté là parce qu'il a bossé. Et il n'y a pas d'autre secret là. Bravo. On parle beaucoup de la relève ce soir et il parle de détermination, de persévérance et du talent. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont du talent et c'est vrai que ça prend du talent, ça prend même une certaine chance à un certain moment donné, des fenêtres d'opportunité et tout. Mais en tout cas, ça prend beaucoup de détermination et de persévérance. Et comme on parle de la relève, on a un invité surprise, une invitée surprise ce soir, Galia Oliel Sabag. C'est une jeune gymnaste passionnée, spécialiste de la gymnastique rythmique. C'est une discipline sportive qui est excessivement exigeante. Donc, ce que j'en pense du scandale, il n'y a rien à penser, je veux dire, c'est sans équivoque. S'il a fait ça, il n'y a pas de zone grise, quoi. C'est noir foncé, il va subir les conséquences qu'il a à subir. Mais par rapport à nous... Ça a des conséquences sur toute l'industrie, sur tous les humoristes comme oui et non, parce que moi, je me suis battu toute ma vie pour qu'on me laisse dire ce que je veux et être indépendant. Donc oui, je suis associé à Juste pour Rire, oui, mais c'est de la business. Si demain, Juste pour Rire, ça devient la compagnie X ou la compagnie... Elle pratique depuis qu'elle est toute petite. C'est une jeune séfarade, donc une fille de chez nous. Elle est avec nous ce soir, elle fait preuve d'une grande maturité. Galia, j'ai coupé ça en 2 vite parce que Galia, elle est à l'école, il est tard, et puis évidemment, elle doit aller à 22 heures de gymnastique par semaine, je pense. Alors pour faire tout ça, elle a besoin d'aller se coucher tôt et de se lever tôt le matin. Galia, viens nous voir. Alors Galia, tu as 13 ans. C'est ça, viens ici, attends, comme ça on te voit, tous ici, viens ici. Galia, tu as 13 ans. Alors, je veux juste savoir que tu m'expliques un petit peu rapidement ton parcours. Tu as 13 ans, tu me disais justement au téléphone que tu faisais 22 heures de gymnastique par semaine. C'est énorme pour quelqu'un qui va à l'école à temps plein. Comment tu t'en sors? Comment tu fonctionnes? Après l'école et durant les autres élèves, ils sont d'habitude sur leur téléphone toute la journée. Et donc, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas de FaceTime, Facebook, machin, tout ça, ça n'existe pas? Ça existe, mais pas il n'y a pas aussi, c'est pas un temps excessif. Alors comment tu fais pour être aussi discipliné? C'est pas évident à ton âge quand même. Il y a l'influence externe, il y a les gens, il y a l'entourage, tes amis. Oui, mais à la gymnastique, c'est un groupe très motivé et tout le monde est toujours ensemble et il y a des filles plus grandes et plus jeunes et les coachs, ils étaient des gymnastes et ils sont they're successful, alors c'est inspirant. Ouais. Alors à quel âge tu as commencé? Parle-moi un peu de ton parcours.
J'ai commencé à 5 ans. Muriel, la maman, elle est là. À quel âge elle a commencé? 5 ans et demi. Ouais. Et à 5 ans et demi, c'est quoi? C'est elle qui a découvert que tu avais ce talent-là, d'être flexible et de pouvoir faire justement de la gymnastique? Elle a découvert quand on est allé à un cirque quand j'étais très jeune. Et j'étais sur un trapèze et j'ai fait le grand écart. Et la dame a dit que je devais garder cette flexibilité parce que ça ne vient pas naturellement. Donc ensuite, on t'a poussé un petit peu à faire ça et tu as aimé et puis évidemment, tu as continué là-dedans. Oui, j'ai continué jusqu'à maintenant. Alors jusqu'à maintenant, ça veut dire quoi aujourd'hui? Quelles sont les prochaines étapes? Où tu en es rendu justement dans ce parcours? Ben, pour l'instant, je suis quand même gymnaste. Il y a les compétitions qui viennent en janvier. Des compétitions pour l'équipe junior? Oui, et des fois on va aller hors du Canada. Et ouais. Alors comment tu fais pour voyager, concilier? Nous, notre souci c'est de concilier travail-famille, mais elle doit concilier pas mal de choses. Il n'y a peut-être pas les enfants et tout, mais il y a l'école. Il y a évidemment ta vie sociale et tout, ta famille, et puis ta gymnastique. Comment est-ce que tu vas à l'école à temps plein? Est-ce que tu arrives à faire tes études pareil? Maintenant, je suis à Maïmonide pour la première année et je rate une période 2 fois par semaine juste pour aller à la gym et je me rattrape après l'école. Je texte mes amis, c'est toujours comme ça. Donc les compétitions se font pas la semaine? Des fois, je peux rater une journée à cause du transport, mais d'habitude c'est le week-end. Ok, l'objectif là-dedans, est-ce que c'est les Olympiques ou je sais pas comme athlète, est-ce que tu vises un jour les Olympiques? Les Olympiques, c'est vraiment far. Très difficile? Ouais. Est-ce que c'est parce que le Canada n'a peut-être pas la meilleure équipe ou est-ce que c'est parce que tu as décidé vraiment de ne pas faire les Olympiques parce que c'est vraiment consacré beaucoup plus de temps? C'est plus l'équipe du Canada en gymnastique, pas très bonne. Tu veux pas perdre ton temps finalement? Elle a raison. Il y a les Russes qui sont très forts en gymnastique. Alors les Russes et les Asiatiques, je sais pas, mais peut-être qu'elle fait bien de... Qu'est-ce que tu veux devenir alors? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Je vais aller en sciences. Ah ok. Tu n'es pas passionné par la gymnastique, mais tu vas aller en sciences. Ouais. Donc tu continueras pas? C'est-à-dire à un moment donné ça va s'arrêter ou tu vas continuer peut-être à entraîner les gens, entraîner les plus jeunes? J'entraîne déjà les petits. Par les aider, je comprends mes propres erreurs et ça m'aide à continuer et devenir meilleure. Alors qu'est-ce que tu dis justement à tous les jeunes de ton âge, à tes amis de l'école Maïmonide, dans ta classe tous les jours? Le sport c'est un truc très important. Sans le sport on n'est pas healthy. Ça aide la mentalité pour moi. Bravo, merci beaucoup, bravo. Donc c'est vraiment un exemple de la relève, de persévérance et de détermination. Et merci beaucoup Muriel. Et la vérité, c'est pas juste les enfants, mais évidemment tout le monde, tous ceux qui ont des enfants qui font des activités parascolaires, que ce soit le hockey et tout, ça demande énormément de patience, d'énergie. Et les parents s'investissent beaucoup dans les familles qui ont des enfants justement qui font des sports là-dedans. Alors on reprend un peu la discussion. On parlait justement de concurrence, de milieux compétitifs, très difficiles et tout. On est au Québec. C'est peut-être plus difficile au Québec que dans d'autres provinces ou ailleurs, dépendamment des industries, de réussir ou pas. Je veux savoir, est-ce que, justement, je vous pose la question, est-ce que c'est plus difficile de réussir au Québec? Est-ce que c'est plus facile de réussir ailleurs? Eran, bon, je vous regarde, Elisa et Eran, parce que vous avez réussi ailleurs et vous avez réussi à monter une compagnie quand même à l'échelle internationale. Est-ce que ça a été dur au début au Québec et vous vous êtes dit, ah, je laisse faire le Québec, je vais ailleurs, ou est-ce que ça a été plus facile? On a commencé au Québec, mais je peux dire que c'est un peu plus difficile au Québec. On a 2 langues. C'est pas une ville très peuplée comparée à des autres villes à travers l'Amérique du Nord déjà. Mais il y a quelque chose de spécial quand même au Québec. Pour nous, ils n'avaient pas de volume, ils voulaient le meilleur prix et la meilleure qualité. Ce qui nous a fait travailler plus fort que tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça, avec cette mentalité qu'on a été aux États-Unis aussi, et à travers l'ouest du Canada. Alors je crois que le Québec, en même temps, c'est une façon comment on peut apprendre, et c'est une bonne place où commencer, parce que ça vous apprend à faire plusieurs choses.
Parce qu'on vous demande mais en tellement même de temps, contraintes. c'est un plus grand challenge parce qu'au Québec, les lois sur la copie, elle est vraiment nulle. Et c'est très facile de bâtir un business sur le dos des designs de quelqu'un d'autre. C'est trop facile même. Quand tu es en Europe, en France, tu peux prouver que c'est un peu inspiré et c'est enlevé du plancher. En France, on a déjà réussi à enlever plusieurs marques qui ont essayé de copier la même chose. Au Québec, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, on passe beaucoup de temps à faire l'innovation et on dépense énormément d'argent pour ça. Et c'est beaucoup plus facile de copier. Et je pense qu'à la base, ça nous garde innovateurs. Est-ce que ça vous a découragé d'investir davantage au Québec? Non, moi je crois je pense que de ne pas juste focuser au Québec, ce qui est une bonne chose parce que ça nous a fait voir plus grand, mais en même temps ça nous a fait vouloir perfectionner tout le temps notre produit, et notre produit il sera toujours plus haut de gamme que ceux qui nous copient, mais ça n'empêche pas que c'est frustrant de voir beaucoup de monde avec un manteau qui est gravement inspiré du nôtre. Je veux dire, je pense que tout le monde connaît notre col phare et il y a plein de marques à Montréal qui font les mêmes. Alors c'est un peu difficile par rapport à ça, mais au moins in the global stage, on est reconnu pour ces manteaux et c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Éric, c'est plus difficile de faire affaire au Québec qu'ailleurs, justement, à travers la province ou même ailleurs dans le monde? Je pense que Eran a bien qualifié ça. Montréal, c'est une petite ville. Peu de densité, et surtout dans mon domaine, on a besoin de volume. Mais je pense que, si je peux appeler ça des défauts, les défauts de Montréal, si on arrive à même prouver notre projet pilote à Montréal, on est 1000 fois plus fort que n'importe qui ailleurs, au Canada, ou aux États-Unis, ou en Europe. Vous ne pouvez pas avoir idée du nombre de Québécois ou de gens de Montréal que j'ai rencontrés à Vancouver qui ont pensé à une idée à Montréal qui n'a pas nécessairement réussi, qui ont été l'implanter ailleurs et qui a énormément fonctionné. C'est difficile donc de commercialiser les idées ici au Québec, plus difficilement qu'ailleurs. En tout cas, et surtout pour Recyc Matelas, Montréal, ça reste la maison mère, ça reste le bureau chef. Mais ça reste encore aujourd'hui, à travers les 9-10 usines qu'on a, la plus petite usine. Les volumes ne sont pas là, le gouvernement prend du temps C'est le 4e projet pilote que je fais avec la ville de Montréal. On est loin. Vous avez une nouvelle mairesse, alors bonne chance. On va espérer. Ce ne sera pas si facile que ça non plus. Morane, justement, vous êtes à Vancouver, vous êtes à Montréal aussi. Est-ce que c'est plus difficile justement au Québec que dans l'Ouest? Well, I think I have a bit of a disadvantage with the language barrier, but that was never as much of a challenge as I was told it would be and as I thought it would be. I think that, if you are dedicated and passionate and you have the relationships, it doesn't matter where you're opening an office. With the language issue on that front, but also, there's definitely more governmental bureaucracies and challenges in Quebec, but at the same time, the talent is cheaper, so when you're hiring teams to grow your businesses, versus Vancouver or other locations, it's actually a really amazing place to incubate and grow different businesses in a whole array of milieux. So that's a big advantage that Quebec has. I think we're lucky to have that. But that being said, that's becoming an even bigger challenge. The market is just getting tighter and tighter. So. C'est toujours plus difficile, surtout dans le médical, pharmaceutique. On parle ici des autorités gouvernementales. Souvent, ils sont un peu schizophrènes dans la mesure où ils vous disent quelque chose, ensuite c'est l'inverse qui est fait. On vous a enlevé à un moment donné les subventions à la procréation assistée. Là maintenant, la CAQ arrive avec sa nouvelle idée. Toute cette espèce de difficulté avec les gouvernements qui changent aussi souvent. Comment ça se passe dans le milieu de la santé? Comment est-ce qu'on est capable de jongler justement avec les spécialités que vous avez tous les deux? Mais par rapport au fait de la difficulté ou pas au Québec, moi j'ai vécu en France. J'ai vécu ici et moi c'est l'inverse. Moi je peux dire que j'aurais jamais pu faire en France ce que j'ai pu réaliser ici. Donc c'est vraiment le rêve américain qu'on voit, qu'on présente en Europe, que j'ai réalisé ici. Quand j'ai tous mes collègues qui ont étudié avec moi en France, quand ils voient le parcours que j'ai pu faire ici,
même avec les mêmes idées en France, j'aurais jamais pu faire la même chose. On a un dynamisme ici en Amérique du Nord, Il y a plus de facilité. Une facilité, on est entouré, on peut venir, il faut avoir la bonne idée au bon moment, au bon endroit, et après c'est un peu d'audace et c'est parti. Mais en France, même si on a tous ces ingrédients, ça ne suffit pas. Donc ça personnellement, j'ai bien vu la différence. Par rapport à la question du gouvernement, c'est sûr qu'on est tributaire des décisions gouvernementales, et dans une industrie comme la nôtre, on a eu des hauts et des bas, des hauts qui ont été très très intéressants pour la clinique. Du jour au lendemain, d'avoir un programme gouvernemental qui couvre tous les traitements de fertilité, ça a été un rêve qui s'est réalisé du jour au lendemain, mais dans le cauchemar, il est venu 6 ans plus tard, du jour au lendemain, le programme a disparu. On aurait pu être complètement abattu, disparaître et tout ça, mais l'idée c'est de rebondir, de se diversifier, de rester meilleur et de continuer le parcours. Docteur Ben-Simon, dans votre cas, justement, vous êtes tributaire aussi des décisions gouvernementales à tout bout de champ. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à jongler avec tout ça? Nous, on est un petit peu en dehors du système public, donc on fait un petit peu nos choses en privé. C'est sûr que certaines lois nous ont affecté beaucoup, comme suite aux accidents qu'il y a eu dans les cliniques privées, on a été frappé par des lois et des règlements sur la sécurité dans les blocs opératoires privés, ce que je pense qui, à la longue, est une bonne chose, parce que les patients sont bien servis. Mais pour revenir à la question initiale, est-ce que le Québec est une terre d'opportunité? Oui, et je suis tout à fait d'accord avec Jackie qui dit que c'est le rêve américain ici. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pays qui peuvent accueillir des immigrants et leur donner la même équité et les mettre sur le même pied d'égalité que les gens qui sont nés ici. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir entrer en médecine 2 ans après être arrivé au Canada et de continuer mon parcours. Alors je pense que le Québec, c'est une terre d'opportunité, c'est une terre d'équité, et je crois qu'il faut reconnaître ça, qu'on vit dans une société où tout le monde qui a des rêves ou qui veut travailler est capable d'amener ses projets à terme. Il y a une certaine facilité dans certaines industries, c'est vrai. Absolument. Juste en terminant, vous entendre un petit peu tout le monde sur... Tout le monde a traversé certains obstacles, et je veux vous entendre là-dessus parce que souvent on dit que ça prend des obstacles et ça prend des échecs justement pour rebondir et réussir. En gros, rapidement, est-ce qu'il y a eu des obstacles particuliers? Eric, on va faire un peu la chaîne pour être capable de terminer, mais des obstacles particuliers, des obstacles qui vous ont ralenti un peu dans le processus et dans l'évolution de votre compagnie. Est-ce que ça prend ça justement pour réussir? Est-ce qu'on se décourage très vite ou on continue ou... Non, je pense que la définition d'un entrepreneur, c'est justement quelqu'un qui ne se décourage pas. Des échecs, j'en ai eu plein. Des usines qui n'ont pas fonctionné dans des villes qui ont été plus difficiles que d'autres. Des erreurs de parcours, je fais beaucoup de recherche et développement, des machines, des idées folles que j'ai eues qui n'ont pas nécessairement fonctionné, de l'argent investi dans une machine que j'ai utilisée pendant 8 heures et que j'ai dû mettre à la poubelle. C'est normal, c'est des erreurs de parcours qui font que tu réfléchis, tu regardes, tu changes ta façon de faire et tu apprends, et puis tu espères que la prochaine fois que tu arrives devant le même trou, tu rentres là-dedans, c'est tout. Ça prend justement ces échecs-là, Dominique? Oui, bien sûr. Dans mon cas, c'est un peu différent parce que c'est pas le côté entrepreneur, mais intrapreneur dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et après, différents parcours que j'ai fait, je tapais un peu du pied pour essayer d'obtenir une promotion et je voulais changer, aller sur une autre marque. Et je me suis fait dire non 2 fois. Donc la promotion a été donnée 2 fois à d'autres personnes. Et finalement, j'étais un peu déçue et surtout c'est une remise en question sur soi, sur ses compétences, alors que je l'ai toujours livré et j'avais, il me semblait, réussi à atteindre l'ensemble des objectifs, d'accompagner mes équipes, etc. Et puis finalement, c'était il y a à peu près 3 ans, on m'a donné sans que je l'attende. Donc en fait, l'opportunité sur laquelle je m'étais polarisée, c'était une autre opportunité qui m'a été donnée.
Et au lieu de gérer une marque sur, je pense, c'était 55 millions de dollars et peut-être une quarantaine de personnes, je me suis retrouvée 120 personnes, 125 millions de dollars à gérer, donc j'avais pas vu venir l'opportunité. Donc je m'étais polarisée sur un champ d'expertise, sur une marque, sur quelque chose que je voulais dans un domaine donné, la même compagnie, et finalement ça a été autre chose qui m'a été donné au moment où je ne m'attendais pas. Donc, on rebondit assez vite, on rebondit assez vite et il fallait juste être persistant, pas trop se décourager, et surtout être patient et croire en soi, jamais renoncer à croire en ses valeurs et en soi-même. Elisa et Ren, est-ce qu'à un moment donné, dans le parcours, vous avez baissé les bras, ou il y en a un des deux qui a peut-être flanché plus que l'autre, ou qui s'est dit j'en ai marre, ou c'est compliqué, ou enfin bref, on nous pique. Les deux, on se pousse constamment. C'est l'avantage d'être deux alors. Je ne crois pas. Je sais qu'on a eu beaucoup d'échecs, on a eu beaucoup de choses qui nous ont posé des questions, mais j'ai jamais pensé à changer de métier. Moi, personnellement, je savais ça ce que j'aimais faire et il fallait rien faire mieux. On essayait, on a eu des échecs, on a essayé des choses, mais l'importance d'apprendre, de ne pas faire les mêmes erreurs et de continuer. Je pense que la vie c'est rempli d'obstacles, que ce soit dans ta carrière, dans ta vie familiale, je veux dire c'est rempli d'obstacles et puis on a tous un but et je pense que à la fin c'est vraiment de savoir où tu veux être et de foncer. Et puis oui, il y aura un obstacle, tu vas tomber, tu te relèves et puis tu as appris qu'aujourd'hui il y a un trou ici, alors passe par là. Alors je pense que c'est une question de persévérance et puisqu'on aime ce qu'on fait, c'est sûr que abandonner c'était jamais une option, c'est juste d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois. Et c'est aussi les heures, comme Neil disait ça, il y a des gens qui sont talentueux et tout. Mais en même temps, c'est les heures qu'on met. On est toujours le premier au travail, on est toujours les derniers. Des fois, c'est 7 jours par semaine. On a commencé à l'âge de 18 ans. Et je peux vous dire, pendant que tous nos amis ils allaient dans leurs vacances d'été, nous on travaillait. Et 7 jours semaine... Maintenant, nous, on va en vacances. Alors c'est les heures qu'il faut mettre. Il faut mettre des heures parce qu'il faut toujours s'améliorer. Est-ce qu'il y a un moment donné, justement, à travers ces échecs, un moment d'introspection où on se remet en question, comme le disait tout à l'heure Dominique, Linda, dans ton cas, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que je suis capable, est-ce que je ne suis pas capable, est-ce que je suis pas envie de faire autre chose? Pour moi, ça n'a jamais été à ce que je suis capable de faire autre chose. J'ai toujours adoré ce que je fais, mais effectivement, il y a des moments où on est en dehors de notre zone de confort. Et en fait, c'est des moments qui nous poussent vers de meilleures opportunités, vers un niveau de croissance où on se développe. Donc en fait, il faut embrasser ces opportunités, ces moments, ces défis, parce que c'est ce qui nous permet de grandir. Et des fois, peut-être les obstacles, en fait, c'est quand on n'est pas en accord avec son leadership ou les gens avec lesquels on travaille. Mais les bons comme les mauvais patrons nous forment. Ce sont des leçons extraordinaires. Et en fait, il faut faire confiance à la vie aussi parce que ces moments d'inconfort nous poussent justement vers des opportunités extraordinaires, comme ce que disait Dominique, inattendues, même inestimées. Et donc, avec le recul, on a le plaisir d'apprécier ça. Eric, dans ton cas, je ne sais pas si j'espère qu'un échec, c'est pas un échec sur le patient, mais peut-être un autre genre d'échec, c'est en forme d'organisation. Mais c'est clair qu'il y a des obstacles, mais en tout cas, bref. S'il n'y a pas d'obstacle, c'est ennuyant. Et quand il y en a un, tu sais, la chirurgie et la médecine en général, c'est quelque chose qui appelle beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te sens sur le toit du monde. Puis il t'arrive une complication qui n'est pas nécessairement due à une faute, ça arrive, n'importe quel médecin sait ça. Et là, ça te remet en question, c'est sûr, tu te demandes est-ce que je pourrais faire mieux, est-ce que je pourrais faire les choses différemment. Et souvent, on apprend beaucoup de choses à travers ces expériences. Et c'est important dans le développement d'expérience et de la mentalité dans la médecine en général, pas juste dans la chirurgie. Je pense que n'importe quel médecin pourrait dire que la médecine sans obstacle, sans écueil, sans complications, c'est pas de la vraie médecine. Le seul chirurgien qui n'a pas de complications, c'est celui qui n'opère pas. C'est un vieux dicton. Et ça, il faut savoir pas se décourager dans ces moments-là, mais justement apprendre et essayer de trouver la façon d'être meilleur. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur et qu'on apprend finalement. Merci. Merci Eric. Morane, dans votre cas justement, qu'est-ce que vous suggérez aux gens que vous rencontrez, aux gens que vous recrutez? Vous leur donnez quoi comme outil justement pour faire face à ces échecs?
I agree with what you said in the beginning. I think just simply being an entrepreneur is someone who faces those obstacles but doesn't weigh them as heavy and is continuously going through it. One thing that sticks with me all the time, and advice from my father, who's a serial entrepreneur, and that's why I say I was born an entrepreneur, was just to always make the decision, even if it's a bad decision, just to keep making the decision, so not to ponder too long. I believe that that's really a part of being an entrepreneur, is constantly making those decisions regardless of, you know, the weight on either side. Docteur Cadot, j'espère que la satisfaction aussi du métier que vous exercez, un peu comme Docteur Matt-Simon et puis plein d'autres, c'est-à-dire il y a une satisfaction à la fin de la journée. Est-ce que ça compense un peu pour les obstacles ou les certaines complications qu'il peut y avoir? Ça doit compenser parce que c'est des familles, des gens que vous aidez tous les jours. C'est bien évident que il y a à mon avis rien de plus beau que de donner la vie, hein, donc, et d'aider des couples qui n'ont pas cette possibilité d'être là jusqu'au jour de l'accouchement. C'est ce qu'il y a c'est le plus beau métier du monde et je suis ravi de le faire tous les jours. Et ce qu'on a de particulier dans notre spécialité, c'est la première spécialité médicale à avoir fait un contrôle de qualité. Donc c'est là où les médecins se sont comparés aux autres, se sont comparés par rapport à leurs collègues pour essayer d'améliorer les résultats pour les patientes. Donc ça a été mis en place en médecine de la reproduction depuis le début dans les années 80 et après ça a été, toutes les autres spécialités ont... C'est comme un guide de best practice. Je veux dire, quand nous on transfère des embryons, moi je suis responsable de vérifier tous les taux de grossesse par médecin de la clinique et celui qui a les plus mauvais résultats, il va aller voir celui qui a les meilleurs résultats. Et celui qui a les meilleurs résultats, il va essayer d'améliorer sa technique, il va diminuer ses résultats par rapport à ce qu'il faisait l'année d'avant. Donc c'est un processus continu et c'est ce qu'on fait tous les jours et c'est comme ça qu'on vise l'excellence. Nive, tu m'as dit que tu t'es planté souvent. Ah ouais, tous les jours. Tous les jours. C'est ça le métier. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer justement aux jeunes qui veulent peut-être te suivre? Est-ce qu'il y en a qui Oui, t'appellent? ça commence. Il y a des jeunes de la communauté qui viennent me voir et qui me disent un peu à visage couvert, la web aussi, j'aimerais faire ça. Moi, ce que je dis, le plus gros échec que j'ai eu dans ma vie, c'est dans ma carrière humoristique en tout cas, ça a été de croire qu'on me devait quelque chose. Moi, j'ai commencé en signant avec Juste pour Rire. J'ai fait un show avec Gad Elmaleh et le deuxième, j'ai signé un contrat de production. L'équivalent, c'est que j'ai été jouer au parc, j'ai pris un tir et Marc Bergevin m'a signé avec le Canadien. C'est ça qui est et on m'a dit, j'ai pas inventé, on m'a dit, toi là, t'es le prochain Rachid Badouri. Ben ouais, où est-ce que je signe, dis-moi. Et je partais avec ça. Ouais, mais toi, tu m'as dit, là. Toi, tu es la top et tu m'as dit que je suis le prochain. Et ça arrivait pas. Parce que j'étais pas bon. C'est ça la vérité. Et au lieu de me concentrer à être bon, je me concentrais à être... Man, tu m'as dit, et c'est pas en train d'arriver là, tu respectes pas ton contrat. Et le jour où j'ai arrêté ça, j'ai compris que tu peux contrôler que ce que tu peux contrôler. C'est-à-dire ta performance, ton travail, ton éthique de travail, ce que tu mets comme temps. L'appréciation du public, je la contrôle pas. Demain que, je sais pas moi, tous les journalistes décident que c'est lui la coqueluche, je le saurai jamais. Mais ce que je sais, c'est ce que je donne comme travail, quelle éthique j'ai au travail, quelles heures je mets, comme on disait tout à l'heure, là-dedans. Et c'est ça qui va différencier l'un de l'autre. Parce que les joueurs de la Ligue nationale de hockey, ils savent tous jouer au hockey. Mais c'est qui va travailler le plus fort? Alors moi, ce que je donnerais aux jeunes, à la place d'essayer de trouver un statut, d'essayer de trouver quelque chose qui... Et je comprends le travail des parents, je dis ça un peu en blaguant, mais je comprends, vous avez vécu une immigration, l'histoire de 2 enfants, une valise et 500 pièces dans les poches, vous l'avez vécu, c'est vrai. Nous, non. Nous, on est né ici. Moi, je suis né dans de la ouate. J'ai pu aller faire de l'art. J'ai pu prendre des cours de guitare, j'ai pu faire du théâtre, j'ai pu faire tout ça. Mais mes parents m'ont dit une chose, et c'est resté avec moi toute ma vie, fais ce que tu veux dans ta vie, mais fais-le bien. Et ça doit être ça pour tout le monde. Si votre fils il a envie de danser, envoie-le. La gymnaste, elle fait pas ça, elle fait pas sa gymnastique à Maïmonide. Elle va dans des endroits spécialisés, elle met du temps, les parents mettent de l'argent, ils l'accompagnent. Moi j'ai joué au hockey à la ville, j'étais pas bon. On allait le dimanche, on revenait. Mon neveu il joue en élite, ça coûte 7 000 $ à ma soeur rien que pour qu'il joue. Mais elle prend ces sacrifices-là. Alors je dis aux parents, aux jeunes, à tout le monde, au lieu de trouver quelque chose qui est bien, trouve quelque chose qui te motive. Parce que si tu travailles pour la paye, ça sera jamais assez. Jamais assez. Je veux un qualificatif, un adjectif chacun, un mot pour dire aux gens c'est quoi pour vous la réussite. Qu'est-ce que ça prend justement pour réussir? Faire ce que tu aimes. Seulement. Jacques? L'audace aussi et la persévérance. Hustle. That's really entrepreneurship.
fais ce que tu aimes parce que tu vas le faire tous les jours. Et C'est si ça. t'aimes pas, c'est long. C'est ça, c'est exactement ça. En plus de ce que tout le monde a dit, moi je veux rajouter une compétence qui est très sous-évaluée, c'est la gentillesse. Ouais. C'est quoi? La gentillesse. Moi, je pense que c'est pas un mot, mais c'est aim as high as you can. La passion et l'honnêteté. L'honnêteté. Je dirais la passion et la résilience. Je pense que rien que croire en soi, c'est déjà un premier pas. Ouais. Bravo, ben merci beaucoup. À tous nos participants, ça a été très inspirant, très drôle, vous êtes très bons, tout le monde me disait je crois il parlait de moi, total vous avez tous parlé de vous. Il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, moi je vois rien avec le spot que j'ai sur le visage, mais s'il y a des questions dans la salle, je sais que Sam, il est où Sam? Sam il se promène avec le micro, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui veulent poser des questions à certains participants, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent poser des questions très spécifiques à certains d'entre eux. Elisa, est-ce qu'il reste des manteaux maquillage ou est-ce qu'ils sont tous soldats? Ils étaient soldats ou pas? Je sais pas, j'ai vu à un moment donné qu'il y en avait plus. C'est pas celui-là, c'est le blanc. C'est une bonne tactique ça, allez, vendre ça aux vedettes. Il y a une question, allez-y. C'est pour Nive. J'ai toujours eu un énorme respect pour les humoristes parce que c'est eux qui m'ont permis après mes études de me détendre et d'apprécier la vie. Mais est-ce que c'est vrai que tout humoriste a une angoisse profonde au fond de lui? Oui. Et que c'est pour ça qu'il devient humoriste? Oui. On a toujours essayé de... Tu sais, ah oui, toi tu étais le clown de la classe, ouais. Mais j'étais le clown de la classe parce que je pesais 300 livres et ma mère c'était la directrice. Alors, au départ, il fallait gérer. Et tous les humoristes à qui je parle, ils ont une histoire de vie de fou. Et ça, souvent, des gens qui étaient introvertis, c'est ça qui est bizarre. Tu sais, je veux dire, François Bellefeuille, qui est une dynamite sur scène, c'est un vétérinaire. Il est cartésien le bonhomme, il est carré dans sa vie. Et sur scène, on dirait un malade mental. C'est le Dr. Jekyll, Mr. Hyde, là, on se permet de le vivre. Et ça, ouais, on est angoissé, mais on a l'exutoire aussi tout de suite, donc c'est cool. Ouais. Il y a d'autres questions? Ah, parfait. Oui, donc je vais rester avec Nive. Donc, merci à tous. Les Juifs sont fascinés que ça peut marcher. Merci à tous et à tous pour partager vos parcours. Nive, dans toute cette tempête de Gilbert Rozon, est-ce que tu peux commenter là-dessus? Comment ça se passe? Commenter là-dessus. Le mec, moi je suis pas juge, je suis pas juré, je suis pas Dieu. S'il a fait ce qu'il a fait, il y a un système en place, ils vont s'en occuper. Maintenant, est-ce que ça diminue juste pour rire? Est-ce que ça diminue ce que ça a été pour le Québec? Est-ce que ça est toujours aujourd'hui? Je pense pas. Il faut dissocier l'homme du milieu. Ce que ça a fait, par contre, le point positif de toute cette merde, là, de tout ce scandale, c'est que ça a mis une vraie remise en question dans le milieu. Tout le monde s'est demandé, est-ce que j'ai déjà été déplacé, j'ai déjà été con. Tu sais, on est dans un milieu de proximité, on est dans des artistes. Mais aussi, il y a beaucoup de dénonciations. Là, c'est un derrière l'autre. Mais alors, tant mieux. Ouais, Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est de savoir qu'un milieu où j'œuvre, où je mets du temps, où je fais plein de sacrifices pour en faire partie, de savoir que le milieu était gangréné à ce point-là, moi, ça m'a renversé. Parce que personne n'a été surpris de savoir qu'un homme au pouvoir a été un peu croche. Je veux dire, il y a des présidents français qui avaient des maîtresses officielles. Tu vois, ce rapport de force, c'est pas ça qui m'inquiétait. C'est de savoir que dans les plus petites strates du